Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce quatrième session de cycle de conférences animée par les espaces Info-Énergie. Cette fois-ci, on va parler de comment produire de l'électricité photovoltaïque. Donc, ce service espace Info-Énergie, il est porté par deux structures, l'Agence locale de la transition énergétique du Rhône et l'Agence locale de l'énergie et du climat de la métropole de Lyon. Alors, rapidement, du coup, on va présenter rapidement qui est l'espace Info-Énergie. Ensuite, on va vraiment s'attarder sur comment produire de l'électricité photovoltaïque, comment monter un projet. Et avant ça, nous aborderons quelques notions pour avoir des bases communes. Et au cours de ce webinaire, il y aura plusieurs sessions de questions-réponses. Donc, comme le disait mon collègue, Sylvain, qui co-anime avec moi, et moi, je suis Jessica. Les questions se feront via le chat. Donc, les caméras et vos micros sont coupés. Et c'est Sylvain, du coup, qui fera la régulation des questions, donc soit au fur et à mesure dans le chat, soit qu'il me dira à l'oral pour que j'y réponde. Alors, l'espace Info-Énergie du Rhône, donc c'est un service d'intérêt, du Rhône et de la métropole de Lyon. C'est un service d'intérêt général. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'on est gratuit, neutre et indépendant. Notre objectif, c'est de donner aux particuliers des conseils techniques, économiques et environnementaux sur tout ce qui touche à l'énergie dans l'habitat. Ce service, il est gratuit. Pourquoi? Parce qu'il est cofinancé par toutes les collectivités du département, par l'ADEME et par la région. Alors, un bref mot avant de parler du photovoltaïque. Avant de se lancer dans un tel projet et d'investir plusieurs milliers d'euros dans une installation photovoltaïque, ce qui est très important avant ça, c'est de s'assurer que son logement consomme peu d'énergie et donc il a une bonne isolation et un système de chauffage performant. Pour ça, nous, on préconise la rénovation globale et performante et non pas la rénovation par étapes. Donc, si vous avez des doutes sur ces points-là, de où vous en êtes sur vos consommations et qu'est-ce qu'une rénovation globale, contactez votre espace Info-Énergie. On est outillé, on vous accompagnera à faire une programmation de travaux. Voilà, donc ça, je reviendrai à la fin, mais l'idée, c'est vraiment de d'abord rénover son logement avant de se lancer dans une installation photovoltaïque. Alors, voilà, rentrons dans le vif du sujet, comment produire de l'électricité photovoltaïque? Pour bien se comprendre, voyons ensemble quelques notions de base. Alors, il ne faut pas faire d'amalgame. Là, on va parler d'énergie photovoltaïque, c'est-à-dire qu'on va utiliser les photons, la lumière du soleil, pour produire de l'électricité. Avec le soleil, il y a d'autres installations qui existent, c'est ce qu'on appelle le solaire thermique. Cette fois-ci, on va utiliser la chaleur et on va en faire de l'eau chaude, soit pour l'eau chaude sanitaire, donc la douche, les robinets, soit pour mettre dans mon réseau de chauffage. Là, c'est deux choses qui sont différentes. Nous, on va se concentrer sur la production solaire photovoltaïque, donc la production d'électricité. Alors, quelques unités qui vont être abordées pendant ce webinaire. Donc, on va parler de consommation ou de production. Ça, on l'exprime en kilowattheures. Ça correspond à quoi? Ça correspond à une puissance fois une durée. Cette puissance s'exprime en watts ou en kilowatts et la durée s'exprime en heures. Alors, on va l'illustrer d'une manière plus concrète. Prenons un exemple de consommation. On prend l'exemple ici d'un radiateur électrique. Un radiateur électrique, pour fonctionner, il a besoin d'une puissance de 1 kW. Il a besoin que je lui apporte 1 kW d'électricité pour pouvoir fonctionner. Si je fais fonctionner ce radiateur électrique ou plusieurs ampoules, c'est pour ça qu'il y a un autre exemple, pendant 1 heure, je vais consommer 1 kW fois 1 heure, 1 kWh. Le kilowattheure, c'est ce que vous payez sur votre facture. D'accord? C'est ça que vous allez payer à la fin. La production, c'est la même chose. Si j'ai un panneau solaire qui, en instantané, fournit une puissance de 200 watts et maintient cette puissance pendant 2 heures, alors je vais produire 200 watts fois 2 heures, soit 400 Wh.
Si je convertis ces 400 Wh en kWh, ça fait 0,4. On a divisé par 1000. Voilà les unités qu'on va utiliser aujourd'hui. Alors, mais finalement, une installation photovoltaïque, ça se compose comment? Quels sont les éléments d'une installation? Donc, ce qu'on connaît tous, c'est les panneaux solaires. Donc, les panneaux solaires et leurs supports. Ces panneaux-là, ils ont une durée de vie de 30 ans. D'accord? Il y a des panneaux qui ont été installés il y a plus de 30 ans qui tournent encore. Le rendement, il diminue de 0,5% par an, comme tout appareil électrique. Il a une baisse de rendement au cours de l'année. Et on exprime son unité, on exprime sa puissance en watts-crête. Donc, les watts-crête, c'est quoi? C'est la capacité du panneau à produire dans des conditions idéales. Donc, par exemple, j'installe 3 kW crête, ce n'est pas pour autant que je vais produire 3 kW en instantané. D'accord? C'est juste dans des conditions idéales d'inclinaison et d'orientation, il est à même de produire 3 kW crête, par exemple. Ensuite, il y a l'onduleur. Donc, l'onduleur, l'objectif, c'est de convertir l'électricité qui vient des panneaux pour pouvoir l'injecter dans le réseau de ma maison ou dans le réseau électrique de manière à ce qu'il soit utilisable par les appareils. Ça a une durée de vie d'environ 10 ans, donc beaucoup moins que les panneaux solaires, et les frais de changement coûtent environ 1 000 € fournis-posés. Ce n'est pas très important, mais son unité, c'est le kVA, le kilovolt-ampère. Ensuite, il va y avoir besoin de compteurs d'électricité. Donc, en fonction du modèle économique qu'on va choisir, je les cite là et je les expliquerai plus tard. L'autoconsommation ou la vente totale, peu importe, on va mettre 1 ou 2 compteurs afin de pouvoir dissocier d'un côté la consommation et de l'autre côté la production. Souvent, quand on va mettre une installation photovoltaïque, il vous sera demandé de mettre un Linky si tel n'est pas le cas. Ensuite, vous avez le réseau électrique. Donc effectivement, l'onduleur, il a besoin d'être connecté au réseau pour connaître la fréquence du réseau et donc pouvoir permettre l'intégration d'électricité sur le réseau à une fréquence acceptable, comme je le disais, pour les appareils électriques ou pour le réseau. Et ensuite, il y a les appareils électriques qui vont consommer la production photovoltaïque. Alors, et bien là, on vous propose directement un retour d'expérience de Sylvain, mon co-animateur, qui va vous présenter sa toiture. J'arrive, parce que j'étais en train en même temps de répondre sur le chat. Je vais redémarrer la vidéo. Donc voilà, juste une expérience, comme c'est bien parfois de parler de concret. Il y a 10 ans, pratiquement jour pour jour, j'ai reçu le petit paquet que vous avez sur la gauche, ma centrale photovoltaïque qui est composée de 14 panneaux. C'était l'époque où on était, et encore aujourd'hui, beaucoup sur une logique d'installer à peu près 3 kW crête. Donc pourquoi 3 kW? Parce qu'on part du principe que ça produit à peu près l'équivalent de la consommation d'électricité spécifique d'un logement, c'est-à-dire hors eau chaude et chauffage sanitaire. Vous apercevez la centrale posée sur la photo de droite. C'est vrai que j'ai dû aller… on revient en arrière. Oui, excusez. Donc là, j'ai dû aller chez mes voisins pour faire la photo parce que c'est vrai que de chez moi, je la vois assez peu. L'avantage que j'ai, c'est qu'elle est plein sud et qu'il n'y a pas d'effet de masque, même si la maison du voisin est assez proche. Et je suis allé chercher j'ai fait une extraction du cadastre solaire. Et donc, on s'aperçoit, en fait, quand on regarde le toit au sud de ma maison, on aperçoit en transparence à l'intérieur du rectangle rouge, on aperçoit les panneaux. Ça signifie bien que je suis sur une zone qui était intéressante à exploiter, contrairement à mon toit qui est au nord, qui apparaît en jaune. Je crois que tu développeras un peu cet outil tout à l'heure. Donc là, c'est vrai que ça prend la majeure partie de la toiture. J'ai juste un petit regret aujourd'hui, c'est qu'à la limite, j'aurais pu mettre un peu moins de panneaux et puis rajouter un chauffe-eau solaire. Mais en tout cas, à l'époque, on était dans une logique assez différente par rapport à aujourd'hui. Ce n'étaient pas les mêmes dispositifs d'aide, ce n'étaient pas les mêmes tarifs de vente de l'électricité.
En tout cas, en 10 ans, j'ai pu voir donc produire en moyenne à peu près 3400 kWh par an. Donc la centrale elle fait pratiquement 3 kg, elle fait 2,93. Donc j'ai une installation de 23 mètres carrés. 23 mètres carrés. Parfois, alors la photo suivante, est-ce qu'on voit? Hop, voilà, donc en termes d'installation technique, donc alors on m'a changé il y a 2-3 ans, on m'a installé le Linky, donc ça change un peu des compteurs de l'époque. Mais en tout cas, du coup, maintenant, j'ai le compteur qui regroupe un certain nombre de données, dont la production. On voit le petit autocollant jaune-orange qui signale le fait d'avoir une production autonome. C'est important par rapport à la sécurité, que les gens qui peuvent intervenir sur le réseau soient au courant qu'il y a des installations qui peuvent être amenées à produire de l'électricité. Et sur la photo de droite, on voit donc dans mes combles, dans mon petit grenier, j'ai un onduleur donc qui va transformer le courant continu produit par les panneaux en courant alternatif. Donc l'onduleur fonctionne très bien depuis 10 ans. Et le seul souci que j'ai eu en 10 ans, c'est il y a 2 ans, j'ai eu une baisse de production. On a mis un certain temps à trouver. Et en fait, c'était des connexions qui avaient été endommagées, qu'on a restaurées. Donc là, depuis quelques mois, ça repart à fond. Et donc, voilà, une production qui, des jours comme aujourd'hui, fonctionne plutôt bien. Donc, moi, je suis même, en gros, même un peu au-dessus de ce qui était prévu au départ par l'installateur. Et ce qu'il faut savoir aussi, ce qui peut être intéressant, Jessica, à dire, c'est que moi, quand j'ai démarré dans l'énergie à l'agence locale il y a une vingtaine d'années, à l'époque, on avait un ratio de 10 mètres carrés pour 1 kW crête. Sur mon installation, on est à moins que ça, puisqu'on doit être à aller, on va dire, à peu près 8, et que 10 ans après, sur les installations d'aujourd'hui, la surface a encore baissé. Donc voilà, ça montre bien qu'il y a une amélioration des rendements. Et ça répond peut-être à la question que je vois en même temps sur le chat. Voilà, 23 mètres carrés pour 3 kW crête, c'est ce qui se faisait il y a 10 ans. Ça a tendance à se réduire avec l'amélioration des rendements. Donc voilà un petit peu pour cette installation. Vente totale avec un contrat donc signé avec le fournisseur historique d'électricité pour 20 ans. Donc moi, j'avais eu droit à du crédit d'impôt à l'époque. Je vends à un tarif relativement supérieur à ce qui se fait aujourd'hui. Je vais même pas en parler pour pas déprimer les gens. Mais en tout cas, voilà, c'était ce qui se passait à une période. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que les panneaux fonctionnent toujours, que l'onduleur est toujours en état de fonctionner, qu'en termes d'entretien, il n'y a quand même pas grand-chose. J'ai dû faire nettoyer les panneaux 2 fois en 10 ans. Donc voilà, c'est une installation qui est toujours en vie et qui, j'espère, va le rester encore un certain temps. On te le souhaite. Merci pour ce retour d'expérience. Peut-être que quand même, par curiosité, lorsqu'on présentera les tarifs d'achat, on se permettra de te demander à combien tu vendras. Mais lorsqu'on présentera les tarifs d'achat pour que les chiffres soient plus parlants. Merci pour ce retour d'expérience. Alors, en sachant que je ne vois pas le chat, est-ce qu'il y a des questions dès à présent auxquelles je dois répondre? Alors, j'ai répondu à pas mal de questions sur l'espace info-énergie en lui-même, le fait qu'il y en ait un peu partout en France, des équivalents, qu'on soit entre guillemets dégentil, c'est-à-dire qu'on est plutôt associatif et plutôt indépendant donc de tout fournisseur d'énergie. Donc nous, on n'a rien à vendre, c'est quand même ça qui est important. Nous demander si on intervenait en lycée, ça. Ouais. Alors, je ne sais pas si de votre côté vous le faites côté de la LTE. En tout cas, on peut en discuter. Ça nous est pas encore arrivé, on est tout jeune. En fait, ce qui se passe, c'est que nous, aujourd'hui, on a des conventions pour intervenir en école primaire. Donc, on fait du cycle 3, CM1, CM2. On commence à faire du collège. Ce n'est pas les mêmes compétences selon qu'on soit département, région, etc. Enfin, donc, il y a la métropole chez nous finance les interventions en lycée et primaire. Enfin, en collège et primaire. Pour les lycées, soit il peut y avoir des conventions spécifiques avec région ou autre, soit
on peut intervenir, mais en facturant. Enfin, habituellement, c'est comme ça que ça se passe. Mais en tout cas, on a tout à fait la compétence de le faire et on est convaincu, puisqu'on le fait depuis la création de nos structures respectives, on est convaincu de l'importance de faire de l'éducation à l'énergie et on le fait depuis très longtemps. Alors, dans les questions qu'on avait, il y a une question sur savoir si c'était possible de dimensionner une partie de l'installation électrique en 12 ou en 24 volts dans la maison afin de limiter les pertes dues à la transformation en 220 volts 16 ampères pour une consommation directe. Moi, je sèche là. J'ai pas ça. En fait, c'est pas ouais, en gros, techniquement parlant, c'est possible, mais là, en fait, on va plus s'orienter après avec la logique des installations, peut-être aussi en site isolé. Ça va rejoindre. C'est peut-être intéressant que tu déroules le reste de la présentation pour qu'on voit les différents cas de figure déjà. Parce que c'est vrai que le marché du photovoltaïque a énormément évolué, puisqu'en fait, il y a une vingtaine d'années, c'était essentiellement du site isolé et qu'aujourd'hui, on est quand même beaucoup sur du site raccordé. Voilà, donc je vais peut-être te laisser dérouler la suite. On nous demande si une conférence est prévue pour le solaire thermique. Alors, c'est vrai qu'on l'avait brièvement abordé quand on a fait la conférence sur chauffage eau chaude. En fait, pour tout vous dire à nos 57 participants, dans un premier temps, on avait prévu quatre conférences en pensant que le confinement allait être assez court. Donc, on avait rassemblé des sujets. Et puis que maintenant qu'on voit que ça dure et qu'on n'est pas prêt de revoir des gens en présentiel, en face à face, on risque de devoir… voilà, on va lancer de nouveaux sujets, mais on n'en a pas prévu une spécifique solaire thermique. Bon, en tout cas, la demande est notée. Pour autant, si on ne fait pas une conférence sur le solaire thermique, si vous avez un projet, vous pouvez contacter l'Espace Info Énergie, prendre un rendez-vous téléphonique pour le moment et on vous apportera toutes les informations nécessaires à monter un projet sur cette thématique-là. Alors, une question, je ne sais pas si tu réponds maintenant. Est-ce qu'on est obligé d'installer le compteur Linky si on installe du photovoltaïque? Oui. Oui. C'est ta réponse. C'est ma réponse, c'est formel et c'est non discutable. Voilà, tous les échos que j'ai eus, en tout cas, c'est qu'effectivement, là, on ne peut plus faire perdurer le maintien de l'ancien compteur quand on met une installation photovoltaïque, effectivement. On nous demande aussi si on peut créer une deuxième centrale photovoltaïque pour sa consommation personnelle. Alors, il y a des règles, effectivement, pour pouvoir installer 2 installations photovoltaïques sans augmenter la puissance et donc diminuer le tarif d'achat. C'est un peu rapide, peut-être ce que je dis là, mais oui, c'est possible. Oui, on peut… Je veux bien que je vais noter la question parce que c'est un peu délicat. J'ai besoin d'un appui technique sur ça, c'est-à-dire est-ce qu'on peut avoir 2 modèles économiques sur 2 installations installées à 2 moments différents? Il me semble que oui, mais il faut que je relise les textes de loi là-dessus. Donc sur photovoltaïque.info, donc la mention là qui est précisée, ça s'appelle la règle du P plus Q, c'est-à-dire la règle pour associer 2 installations. Donc il y a un site internet qui est le Centre de ressources nationales sur le photovoltaïque qui s'appelle photovoltaïque.info. Il y a une rubrique sur le tarif d'achat, les conditions d'application et ensuite il y a la mention P plus Q et c'est là-dedans que se trouvera la réponse. Voilà, je sais que ce n'est pas très clair, mais il faudra aller creuser un petit peu la question, effectivement. Alors, je vous propose que l'on continue. N'hésitez pas à poser vos questions. S'il y a des questions comme ça auxquelles je n'arrive pas à répondre en direct, je prendrai le temps d'y répondre par la suite. Donc, je vais le noter là. Hop. Alors, donc ce webinaire, il a pour objectif là de voir un petit peu les grandes étapes de préparation d'un projet photovoltaïque. C'est-à-dire comment on fait pour savoir si ma toiture elle est intéressante et du coup, qu'est-ce que je fais à partir du moment où cette toiture est intéressante. Dans un premier temps, on va essayer ensemble, je vais vous donner les outils pour évaluer le potentiel de votre toiture. Si on arrive à estimer que votre toiture est intéressante, eh ben, il sera bien de faire venir un artisan pour obtenir un devis, connaître la faisabilité et ensuite, suite à ce devis, étudier les différents modèles économiques et la rentabilité de votre installation.
Toutes ces étapes, on a fait en sorte que vous puissiez les faire en autonomie. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec l'une d'entre elles, l'espace Info Énergie est là pour vous. Alors, qu'est-ce qui est important de savoir pour connaître le potentiel de sa toiture? Il faut connaître la surface que l'on peut équiper. Une surface que l'on peut équiper, c'est celle où on soustrait les cheminées, les Velux, les acrotères quand on est en toiture plate. Voilà, donc c'est vraiment la toiture sur laquelle on va pouvoir poser des panneaux solaires. Il faut aussi connaître son inclinaison et son orientation parce qu'on le voit ici, ça a une influence sur le rendement des panneaux. Donc, la meilleure orientation, c'est sud et la meilleure inclinaison, c'est 30 degrés. Quand on s'écarte un petit peu, les coefficients bougent et il va falloir se trouver au plus près, effectivement, du sud et de l'inclinaison 30. Ensuite, il faut savoir quelle est la production annuelle, c'est-à-dire l'irradiation qu'il y a dans la région dans laquelle vous vous trouvez. Nous, dans le Rhône, on est aux alentours de 1200 kWh par kW par an. Alors, donc tout à l'heure, Sylvain nous parlait finalement de ratio en termes de puissance installée par mètre carré. Les panneaux aujourd'hui produisent environ 175 watts crête. Donc, vous vous rappelez, les watts crête, c'est la capacité d'un panneau à produire dans les conditions idéales. Donc, il est capable de produire 175 watts crête par mètre carré. À vos calculettes, si j'ai une toiture de 17 mètres carrés, combien de panneaux solaires puis-je installer? Donc, le calcul est le suivant, 17 mètres carrés fois 175, ce qui représente 2975 watts crête. Si on le convertit en kilowatts crête et qu'on arrondit, on dit qu'on peut installer un 3 kW crête, ce qui équivaut à l'installation de Sylvain. Et c'est l'exemple qu'on va reprendre tout le long de ce webinaire. Pour que vous arriviez un petit peu à vous illustrer les différentes surfaces que cela peut représenter, voici deux photos. Une photo d'une installation de 3 kW crête, alors on dit souvent 3 kW, et une installation de 9 kW. Mais c'est sous-entendu watts crête. Alors, voilà les outils qui vont vous permettre d'évaluer le potentiel de votre toiture. Donc, si on regarde ici, il y a ce qu'on appelle les cadastres solaires. Sylvain en a fait référence tout à l'heure sur sa photo avec une toiture rouge, une toiture jaune, une toiture un peu plus jaune. On va les présenter tout à l'heure. Ensuite, nous avons créé des fiches, nous avons créé des tutoriels qui vous permettent de retrouver toutes ces informations si vous n'avez pas accès à des cadastres sur votre territoire. Sur notre chaîne YouTube, il y a aussi une vidéo qui permet, pareil, de récapituler un petit peu tout ce que je vais dire. Et si vous n'êtes pas à l'aise ou aux différentes étapes de vos projets, en tout cas, vous pouvez contacter l'espace Info Énergie. Alors, commençons avec le cadastre. Donc, le cadastre, c'est quoi? C'est une cartographie des toitures qui va nous indiquer par un code couleur le niveau d'ensoleillement, le potentiel solaire des toitures. Donc là, j'ai pris une toiture au hasard qui s'aligne en fait avec l'exemple que j'ai souhaité prendre. Donc, si on regarde tout en bas, on voit donc ma toiture, elle est rouge, elle est cerclée de bleu là. J'ai une surface utile de 16 mètres carrés, ce qui est l'équivalent de nos 17 mètres carrés de tout à l'heure à peu près, avec une orientation plein sud, une inclinaison de 28 degrés, on n'est pas loin des 30 degrés qui sont idéaux, et lui, le logiciel calcule du coup que l'on peut installer 3 kW crête. Ben, ça tombe bien parce qu'on avait calculé la même chose. L'irradiation moyenne de cette toiture est de 1288 kW crête par mètre carré par an, là où moi, je proposais 1200. Donc, on est vraiment dans les clous. Tout ça combiné permet de déterminer combien je vais produire sur l'année. Donc, sur l'année, mon 3 kW crête va produire 2430 kWh. Comme le disait Sylvain tout à l'heure, est-ce que c'est beaucoup? C'est pas beaucoup, c'est pas facile à quantifier. 2400, c'est par rapport à la consommation donc spécifique, en électricité spécifique, c'est-à-dire tous les appareils qui consomment uniquement de l'électricité,
l'éclairage, le frigo, le congélateur, la box, la télé, les ordinateurs. Donc, c'est ça qu'on appelle l'électricité spécifique. C'est ce qui ne pourrait pas fonctionner à autre chose que l'électricité. Pour un ménage moyen français, c'est aux alentours de 3000-3200 kWh. Donc, 2400, c'est inférieur à la consommation moyenne d'un ménage français. Ça, c'est pour avoir un repère, une référence. Pour autant, c'est très, très bien puisqu'on contribue aux objectifs nationaux de production d'énergie renouvelable. Donc, c'est tout à fait louable. Alors, ce cadastre solaire, il existe sur la métropole de Lyon, sur la communauté de communes de l'Ouest rhodanien et sur la communauté de communes des Monts du Lyonnais. Voilà, c'est très facile d'utilisation et à la fin de ce webinaire, on va vous envoyer un mail avec un replay, donc avec l'enregistrement de ce webinaire, plus tous les liens qui vous sont nécessaires au montage de votre projet. Ensuite, si jamais vous n'avez pas de cadastre, pas d'inquiétude, nous avons créé une fiche. Cette fiche, pareil, le lien sera délivré dans le mail qu'on vous enverra. Il permet de retrouver toutes les informations essentielles à l'estimation du potentiel de sa toiture. Donc, qu'est-ce qu'on y retrouve? Via des logiciels libres et des logiciels gouvernementaux, vous allez pouvoir trouver l'orientation de votre toiture. Pour ça, il faut se rendre sur Géoportail. Vous allez pouvoir aussi, grâce à Google Maps, utiliser la vision 3D et estimer l'inclinaison de votre toiture. Une fois que vous avez ça, un autre élément important, c'est la surface équipable. Donc là, retour sur Géoportail, il y a un outil de mesure de surface. Pareil, on vous explique comment faire. Et une fois que vous avez trouvé cette surface, on vous explique comment la convertir. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas de cadastre solaire et qui n'ont pas les informations orientation, inclinaison, surface, il est possible de tout déterminer grâce à des outils en ligne. Alors, est-ce qu'on a tout? Donc, je me répète bien, on a, dans notre exemple, l'orientation plein sud, l'inclinaison à 30 degrés, une surface de 17 mètres carrés, une installation possible de 3 kW. Et avec ça, combien est-ce que je vais produire et quel modèle économique sera le plus rentable pour mon installation? Alors, il existe 3 modèles économiques. Le premier modèle économique est la vente en totalité. Dans ce cas-là, je vais garder mon fournisseur d'électricité. D'accord? D'un côté, j'achète de l'électricité et d'un autre, je crée un autre contrat chez EDF Obligation d'achat pour vendre ma production. Donc, je continue de payer mes factures d'électricité et je récupère de l'argent via un autre contrat grâce à ma production. Donc, c'est pour ça qu'on a marqué qu'il y a perception d'un revenu. Pour l'autoconsommation avec vente de surplus, je vais autoconsommer. Autoconsommer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais consommer pendant mes périodes de production. Et que ce que je ne consomme pas, je le revends. Et donc là, on retombe un petit peu dans le modèle de la vente. En totalité, je vais vendre l'excédent non consommé à EDF-OA. Donc là, je garde mon fournisseur d'électricité. J'ai une réduction de ma facture au travers de ce que j'autoconsomme. D'accord? Puisque je ne fais pas appel au réseau électrique quand je consomme ma production. Et l'excédent, je vais le vendre et je vais donc avoir aussi la perception d'un revenu. L'autoconsommation totale, dans ce cas-là, je dimensionne mon installation de manière à tout consommer. Voilà, donc généralement, on fait une installation plus petite que 3 kW crête et on garantit au réseau électrique qu'on n'injectera pas d'électricité sur son réseau, ou en tout cas, si on en injecte, c'est en quantité limitée et cette électricité ne sera pas rémunérée. Voilà, donc l'autoconsommation, comme je consomme lorsque je produis,
je réduis ma facture d'électricité. Pour autant, on verra si c'est un modèle qui est intéressant et économiquement rentable. On verra ça après. Alors, ces contrats se signent sur 20 ans. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les cas, les électrons vont se comporter de la même manière. Dans tous les cas, les électrons photovoltaïques que vous allez produire vont aller directement dans vos appareils électriques. C'est comme l'eau, ils prennent le chemin le plus court, ils ne se préoccupent pas du modèle économique que vous allez choisir. D'accord? Donc, vous allez consommer, dans tous les cas, votre production photovoltaïque. Alors, j'insiste bien là-dessus parce que c'est un argument de vente en fait des installateurs que nous on appelle les éco-délinquants. Enfin souvent, en tout cas ceux qui ont ces discours-là, c'est souvent des éco-délinquants. Donc, il y a d'un côté l'autonomie et de l'autre côté l'autoconsommation. L'autoconsommation ne permet pas d'être autonome. D'accord? Attention aux idées reçues. Être autonome, c'est quoi? J'ai pris l'exemple d'un refuge. Un refuge en montagne, il est autonome à partir du moment où il n'est pas raccordé, par exemple, à l'eau et à l'électricité. Et il s'avère qu'en nourriture, ils doivent acheminer leur nourriture aussi pour être autonomes le temps d'accueillir des gens. Dans le cas d'un refuge, effectivement, il n'y a pas la possibilité de se raccorder au réseau. On va donc mettre, par exemple, des panneaux solaires pour produire de l'électricité. Soit cette électricité va être utilisée en journée uniquement pendant les périodes de production, soit il est possible d'installer des batteries. L'installation de batteries est pertinente dans ce cas-là, puisqu'on voudrait par exemple avoir de la lumière la nuit, mais en termes de coût et en termes d'impact environnemental, ça perd tout son sens quand on a la possibilité de se raccorder au réseau. Donc l'autonomie, c'est une chose. Ça peut être intéressant, si vous cherchez à être autonome, de couvrir vos besoins en électricité grâce à du photovoltaïque, par exemple, mais de ne pas chercher forcément à ne pas être accordé au réseau électrique. Et donc, je reviens sur ma définition d'autoconsommer. Autoconsommer, c'est être raccordé au réseau et c'est consommer pendant ces périodes de production. Rentrons un petit peu plus dans le détail pour comprendre ce point-là. Donc, je vous demande de regarder la courbe jaune. La courbe jaune, c'est là la courbe de production solaire. Donc, on a d'un côté là la puissance et ensuite cette puissance qui s'étale sur une journée. Cette courbe jaune, qu'est-ce qu'elle dit? Elle grimpe progressivement, elle fait grossièrement une cloche autour de midi et puis elle redescend le soir pour devenir nulle la nuit. Ça, c'est la courbe de production solaire. Maintenant, regardons la courbe bleue. La courbe bleue, c'est la courbe de consommation. C'est-à-dire ce que vous, dans votre ménage, nous consommons. Donc, vous avez vu qu'il y a toujours un petit peu de consommation. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est la courbe de charge minimale. C'est votre frigo, c'est votre box électrique, c'est les appareils en veille. Voilà, tout ça, c'est cette courbe permanente. Et puis, on se lève le matin, on consomme, idem à midi, et on recommence le soir. Ça, c'est des courbes grossières, hein, c'est pour comprendre le principe. Donc, l'autoconsommation, c'est l'adéquation entre la production et la consommation. Donc, c'est la courbe verte. D'accord? Donc, on voit que ça représente quand même une faible part de la production. Généralement, ça oscille aux alentours de 30%. C'est-à-dire qu'on est capable de consommer environ 30% de sa production lors de la production. Voilà. Il y a des possibilités, du coup, de décaler un petit peu ces consommations pour les mettre pendant les périodes de production. Ça, c'est tout à fait possible aussi pour optimiser ce qu'on appelle le taux d'autoconsommation. Ça, c'est des choses dont vont parler beaucoup les installateurs. Alors, donc, pour autoconsommer, bon, ça, j'ai bien répété. Voilà, il faut consommer pendant qu'on produit. Question tarif. Qu'est-ce qui se passe dans le cas de l'autoconsommation avec vente de surplus? Aujourd'hui, on achète l'électricité au réseau, donc la courbe bleue, on l'achète à 15 centimes. Donc, quand j'autoconsomme, j'économise ces 15 centimes. C'est ce que je réduis sur ma facture, l'autoconsommation. Et le surplus, je le vends. Et aujourd'hui, le tarif de vente, dans le cas de l'autoconsommation avec vente de surplus, elle est vendue à 10 centimes.
Donc, c'est moins que ce qu'on achète au réseau. Alors, qu'en est-il des aides financières pour financer une installation photovoltaïque? Elles sont, entre guillemets, peu nombreuses parce qu'on entend beaucoup parler de crédit d'impôt, du plan solaire, des installations financées à 100%. Tout ça, ce n'est pas vrai. Le crédit d'impôt, c'est terminé depuis des années. Moi, ça fait 4 ans que je pratique l'espace info-énergie. Je n'ai jamais connu le crédit d'impôt pour photovoltaïque. D'accord? Ça n'existe pas. Comment ils font pour vous obtenir du crédit d'impôt sur votre devis? Ils vous rajoutent un ballon thermodynamique, ils vous rajoutent de la domotique, ils vous rajoutent des pompes à chaleur, des climatisations. Ça bénéficie de crédit d'impôt, mais ce crédit d'impôt, il est pour ce que nous, on appelle la rénovation énergétique et non pas la production photovoltaïque. C'est comme ça qu'ils arrivent à faire croire qu'il y a du crédit d'impôt sur les installations photovoltaïques. Quant au plan solaire, c'est un investissement qui, pour le photovoltaïque, se matérialise par le tarif d'achat, c'est-à-dire à combien vous allez pouvoir vendre votre électricité de manière conventionnée à EDF obligation d'achat. Pour la vente en totalité, ce tarif d'achat, il est de 18 centimes environ. Pourquoi environ? Parce qu'il évolue tous les trimestres. Donc, il faut se mettre à jour. Le site photovoltaïque.info dont je vous parlais est une très bonne ressource pour avoir les évolutions du tarif. Pourquoi environ aussi? Parce qu'il dépend de la puissance de votre installation. Que ce soit un 3, 6, 9, voilà, les tarifs évoluent et ça s'optimise. Ensuite, l'autoconsommation avec vente de surplus. Donc, il y a ce tarif d'achat à 10 centimes et la prime à l'investissement qui est environ, pareil, de 1 200 € sur 5 ans. C'est-à-dire qu'ils vont vous verser, ils vont diviser 1 200 par 5 et ils vont vous verser cette partie-là sur 5 ans. Alors, ça donne l'impression qu'il y a beaucoup plus d'aides financières pour l'autoconsommation avec vente de surplus. Mais on le verra tout à l'heure. Cette prime, en fait, elle est là pour compenser la différence de tarif d'achat et elle ne permet pas tout le temps de compenser cette différence de tarif. D'accord? On verra un outil tout à l'heure qui s'appelle Évaluer mon devis photovoltaïque qui permet de comparer les différents modèles économiques sur 20 ans. Et ensuite, il y a l'autoconsommation totale pour laquelle il n'y a aucune aide. Il y en a une que j'ai oublié de mentionner qui s'appelle le stockage virtuel. Le stockage virtuel ne peut pas bénéficier, on le préconise dans le cas où on ne peut pas bénéficier d'aide financière. Si vous avez des questions là-dessus, je pourrai y répondre après. Alors, comment obtenir ces aides financières? Eh bien, il faut surtout faire appel à un professionnel certifié. Donc, il y a différentes certifications qui permettent d'obtenir le tarif d'obligation d'achat. Il y a Qualibat, Qualifelec, Quali-TENR et la QPV. C'est compliqué, pas d'inquiétude. Cette information est issue du site photovoltaïque.info. Pas d'inquiétude encore. Les espaces info-énergie sont à votre disposition pour regarder vos devis. Alors, Sylvain, je continue s'il n'y a pas de questions fondamentales. Je te laisse venir vers moi s'il y en a. Ouais, on complétera, on fera un deuxième round de questions après quand on aura terminé. Il y en a quelques-unes pour l'instant, mais de façon sporadique. Je te laisse dérouler la suite. Ça marche, merci. Alors, voilà notre super outil pour tout comparer. Donc, on reprend notre exemple. On a estimé le potentiel de sa toiture. Orientation sud, 30 degrés, 17 mètres carrés, 3 kW crête. Bon, visiblement, ça semble quand même sacrément favorable à la mise en place d'une installation photovoltaïque. J'ai donc fait venir 2 installateurs. D'accord? C'est très important de comparer les devis, de comparer les devis et les solutions techniques qui sont proposées. J'ai un premier devis à 15 000 € et un deuxième devis à 7 500 €. Disons, sacrée différence de prix. Ça, c'est des choses qu'on a observées en espace info-énergie. Avec un coût de raccordement pour la vente en totalité qui se monte à 1 000 €. Alors, là, vous avez l'interface évaluer mon devis photovoltaïque.info. Vous tapez ça sur Internet, vous tomberez sur ce site Internet. Donc, je rentre mon adresse. 14 place Jules Ferry. Bon, c'est anecdotique, mais c'est l'espace info-énergie qui se trouve à cet endroit-là. Je mets les informations qu'on a trouvées, inclinaison,
Orientation sud. Alors là, je lis en dessous ce qui a marqué orientation sud, écrire 0. Si j'étais orientation est, je mettrais moins 90. D'accord? Vous avez les indications dessous. La puissance, eh ben, c'est ces fameux 3 kW crête que nous avons calculés ensemble. La puissance d'abonnement en consommation, ça c'est marqué sur votre facture d'électricité. Souvent, c'est 3, 6 ou 9 kVA. D'accord? Généralement, ça tourne entre 6 et 9. On ne s'intéresse pas nécessairement au productible. Ce qui nous intéresse, c'est la production. D'accord? Donc là, il estime que je vais produire 3720 kWh par an. Je valide les caractéristiques. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que le logiciel va faire un calcul sur l'autoconsommation. Il me dit le pourcentage plausible d'autoconsommation est de l'ordre de 30%. Vous pouvez faire bouger cette jauge et vous verrez qu'ici, là, il y a marqué hypothèse réaliste. Et ça marquera, si vous êtes à 70%, attention, je ne me rappelle plus bien, hypothèse à valider en tout cas. Vous avez ici le prix actuel de l'électricité et un scénario d'augmentation du prix de l'électricité sur 5 ans et au-delà de 5 ans. Donc ça, si vous estimez que ce n'est pas suffisant ou que c'est trop important, vous pouvez faire vos propres scénarios de politique énergétique. On valide les hypothèses. Il me demande cette fois-ci le prix de mon installation. Je commence avec mon premier devis à 15 000 €. Il me dit, là, j'ai un encart qui s'affiche. Bon, là, ce n'est pas dynamique, mais ça l'est sur le site. Et ça me dit, oula, attention, le prix de cette installation est supérieur au prix du marché. Bon, alors moi, je me dis, j'ai un deuxième devis à 7 500 €. Voyons voir ce qu'il dit pour ces 7 500 €. Ben, il ne me dit rien. S'il ne me dit rien, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est-à-dire que je suis dans les clous de ce qui se passe actuellement sur le marché. Ensuite, investissement spécifique. Le raccordement au réseau, dans le cas de la vente en totalité, est de 1 000 €. Il y a d'autres frais que vous pouvez rajouter. Ces autres frais, ça peut être la maintenance, ça peut être une box de pilotage, justement. Ça peut être un ballon thermodynamique. Tout ça, ça vous permet aussi de lire le devis et de voir si tous ces équipements, vous en avez besoin. Je m'excuse, je vais boire un peu. D'accord? Il faut voir si ce sont des frais ou une batterie ou si ce sont des choses qui sont nécessaires à l'installation et nécessaires à vos besoins. Si ce sont des équipements qui sont là juste pour augmenter le taux d'autoconsommation, ce n'est pas pertinent. D'accord? Ça, c'est des choses dont on peut discuter avec les conseillers Espace Info Énergie. Alors, je valide l'investissement, et là, il me compare toutes les solutions, les différents modèles économiques qu'on a vus tout à l'heure. Il me dit sur 20 ans, donc c'est la durée d'un contrat de vente, sur 20 ans, la vente en totalité me rapporte 4 440 €. Qu'en est-il de l'autoconsommation totale? Eh bien là, entre guillemets, je perds moins 3 390 €. Ce n'est pas que je perds de l'argent, c'est que je n'ai pas atteint le point d'équilibre financier. Dans le cas tout en bas de l'autoconsommation partielle avec vente de surplus, j'atteins l'équilibre financier et je fais un gain de 2 488 €. Donc, il y a quand même un écart entre la vente en totalité et l'autoconsommation partielle avec vente de surplus. Sur cette page, donc c'est une même page en réalité, il y a le détail. Donc là, vous avez un moins ici. En fait, vous cliquez, il y aura un plus normalement et vous pouvez dérouler le détail du calcul. On va commencer par la première colonne, la vente de la totalité. Donc, on a vu que je produisais sur une année 3720 kWh. D'accord? Je vends l'intégralité de cette production à un tarif de 18 centimes du kilowattheure. Comme j'utilise le réseau, puisque j'injecte l'électricité sur le réseau électrique, je vais payer des droits d'utilisation du réseau, le TUR. Ça me coûte à peu près 42 € par an. Donc, 3720 fois 18 centimes moins l'utilisation du réseau,
Ça me fait un gain annuel de 647 €. Fois 20 ans, ça fait 12 940, moins le coût de mon installation, 4 440. Je laisse un peu de temps exprès pour que vous puissiez assimiler un petit peu les chiffres, parce qu'il y a beaucoup de notions. C'est bon, vous êtes prêts? Alors, autoconsommation avec vente du surplus. Donc, on voit ici électricité vendue, électricité autoconsommée. La somme de ces deux chiffres, c'est ma production annuelle, mes 3 720. Je vais donc en vendre 70%, puisque j'en autoconsomme 30%. Je vais vendre donc 2600 à 10 centimes. Et je vais économiser 1116 kWh sur ma facture, donc 1116 fois 15 centimes que j'aurais dû payer à mon fournisseur. J'utilise en partie le réseau, ce qui va me coûter 25 € TTC par an. La somme de tout ça, donc économie sur la facture plus la vente, plus, il me semble que j'en ai pas parlé, la prime à l'investissement, elle est là, pardon, la prime à l'investissement, ça me fait un gain sur 20 ans de 9 988 € contre 12 000 et quasiment 13 000 pour la vente en totalité. Et si à ces quasiment 10 000, je soustrais le prix de mon installation, on tombe sur le retour sur investissement. D'accord? Et on fait le même exercice pour l'autoconsommation totale. Voilà. Alors, j'ai terminé du coup ma présentation pour vous apprendre du coup à monter, à évaluer le potentiel solaire, à faire des devis, puis à analyser ces devis. Voilà, c'était l'objectif de ce webinaire. Pour autant, je le répète, l'espace Info Énergie reste à disposition. Et une chose très importante, c'est qu'avant de se lancer dans une production photovoltaïque, pensez bien à faire l'état des lieux de votre logement en termes d'isolation du toit, des fenêtres, des murs, du plancher, du système de chauffage et de ventilation. Voilà, j'espère que c'était clair. Alors, du coup, on va faire une deuxième série de réponses aux questions et ça tombe bien parce qu'il y en a quelques-unes qui sont arrivées depuis. Alors, je vais remonter un petit peu le fil. On nous demandait notamment si on est obligé d'avoir 2 compteurs Linky. Alors, donc je vais revenir sur les slides du début pour présenter les différents éléments d'une installation. Non, on n'est pas obligé d'avoir 2 compteurs Linky. D'ailleurs, tu es bien placé pour le savoir. On en met 2 dans le cas de la vente en totalité parce qu'il va y avoir un compteur spécifiquement dédié à la consommation et un compteur spécifiquement dédié à la production. Voilà, effectivement, c'est exactement ce que j'ai chez moi. On nous demande qui fixe le prix du surplus que l'on vend et si on peut vendre à d'autres fournisseurs qu'EDF. Alors, c'est un tarif qui est réglementé par l'État. On peut vendre à d'autres fournisseurs que EDF OA, mais ce n'est pas garanti qu'ils arrivent à respecter le tarif réglementé. Je donne un exemple. Enercoop peut acheter en fonction de la production que vous avez. Donc, Enercoop, c'est un fournisseur d'énergie verte, par exemple. Mais ce n'est pas garanti que vous atteigniez le tarif réglementé. Mais vous pouvez effectivement vendre à d'autres producteurs. Alors, on nous demande si on a des retours d'expérience et informations spécifiques en copropriété. Une copropriété qui aurait 800 mètres carrés de toit plat, parfaitement exposé, sans obstacle, et la capacité de production à attendre. Donc là, bon, c'est vrai qu'on est quand même sur quelque chose de particulièrement spécifique. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'on a des gens chez nous qui sont spécialisés dans le conseil aux copropriétés. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on va faire une édition des webinaires dans la saison 2, parce que c'est un petit peu comme dans Game of Thrones, il va y avoir une saison 2 sur ces webinaires en ligne avec le confinement. Et du coup, on aura normalement, de tête, ça doit être le 9 juin, qu'on aura une édition spécifique sur la copropriété.
Je me permets de rajouter aussi, donc non, moi, j'ai pas de retour d'expérience. Pour autant, il doit y en avoir. Donc là, je ne sais pas si vous voyez encore mon PowerPoint, mais on a une fiche qui sera donnée dans le mail qu'on va vous envoyer qui s'appelle « Installer des panneaux solaires photovoltaïques en copropriété », où on présente effectivement comment ça peut se passer, les différentes alternatives que vous avez. Donc, soit investir, soit vous associer à une centrale citoyenne. Puis ce qu'on peut dire aussi, c'est que les copropriétés, même si nous, on commence à avoir pas mal de retours d'expérience, les travaux qui vont faire quand même en priorité, et d'ailleurs c'est la logique de ce qu'on dit depuis le début, c'est d'abord s'attaquer à l'enveloppe, après voir les systèmes et éventuellement enfin faire une production par énergie renouvelable. Donc du coup, nous, on essaye déjà de faire en sorte qu'ils isolent par l'extérieur, on essaye déjà de faire en sorte que parfois ils changent les vitrages, qui passe sur de la chaudière à condensation, qui revoit un peu les ventilations. Et c'est vrai que on aimerait bien qu'il y ait des projets de centrales photovoltaïques qui voient le jour, mais on va dire que ce n'est pas aujourd'hui ce qui est ciblé en priorité sur de la copro. Alors, on nous pose aussi la question, alors on va revenir à de l'individuel, la faisabilité dans le cadre d'un bâtiment historique, le lien avec les patrimoines ABF, même si c'est invisible depuis le sol et des bâtiments voisins, mais il y a des règlements. Alors, effectivement, là, il faut lire le plan local d'urbanisme et il faut faire une demande à sa mairie. Et là, c'est la mairie qui décidera si elle valide ou pas le projet. Et sinon, ça remonte aux ABF et là, ça dépend. Ça dépend, mais effectivement, il faut faire une demande officielle. Dans tous les cas, de toute manière, il faut faire une demande en mairie. C'est moins de 500 mètres d'un bâtiment classé, hein, c'est bien ça. Le périmètre ABF, il me semble. Enfin, c'est vrai que nous, on les avait à une époque, on avait essayé de voir ceux du territoire pour quand même faire en sorte que les quelques projets qu'il y avait ne se fassent pas plomber, parfois en plus quand c'était complètement invisible, à part d'hélicoptères. Toujours en lien un peu avec des autorisations, les autorisations à obtenir pour installer des panneaux solaires qui soient thermiques ou photovoltaïques. Donc, est-ce que, par exemple, le permis de construire, DP, etc., qu'est-ce qu'il faut demander, réglementairement parlant? Il faut demander à sa mairie. Il faut demander à sa mairie. Ensuite, les différentes étapes qui vont se passer, c'est une demande de raccordement de réseau qui va être soit possible facilement, soit qui va avoir un certain coût. Et ces démarches administratives, donc soit c'est vous qui les engagez, soit parfois l'installateur se propose de les faire et le mentionne dans le devis. Mais il n'y a pas plus à faire que lire son plan local d'urbanisme et demander l'autorisation à sa mairie. Enfin, tu complètes si je suis… Oui, moi, écoute, j'ai souvenir d'avoir fait quelque chose effectivement à la mairie où j'avais fait un dessin de mon toit où j'avais fait apparaître là où les panneaux allaient être. Bon. Après, on nous demande aussi si les panneaux photovoltaïques sont posés au-dessus des tuiles ou à la place des tuiles. Alors, il y a deux techniques de pose. Avant, les tarifs d'achat, c'était uniquement pour ce qu'on appelait l'intégration au bâti, c'est-à-dire en intégration de tuiles. On enlève les tuiles et l'étanchéité est faite par le panneau solaire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a le choix. On a le choix de le faire soit en surimposition. Donc, dans ce cas-là, on vient mettre, je n'ai pas vraiment les termes, mais des supports qui viennent se fixer à la toiture. On laisse les tuiles telles quelles et le panneau est légèrement au-dessus des tuiles. Ce système est quand même mieux pour l'étanchéité du bâti et aussi pour le rendement des panneaux solaires, puisqu'il y a une ventilation qui est possible en sous-face du panneau qui améliore le rendement. Alors, d'un coup, là, il y a énormément de questions qui sont arrivées. Alors, on nous demande… Je précise, en toiture uniquement, le tarif d'achat pour des installations au sol, ce n'est pas éligible. Donc, quelqu'un qui nous dit qu'il y a quelqu'un qui aimerait installer des panneaux sur sa maison neuve, que ce qu'on lui conseille, en premier lieu déjà, c'est de prendre contact avec nos conseillers pour pouvoir faire du conseil sur mesure. Tac, tac, tac. Alors, l'histoire des émissions d'ondes et nos connaissances concernant les émissions d'ondes, et est-ce qu'il y a des protections en toiture? Alors, à ma connaissance, il n'y a pas d'émission d'ondes qui soit nocive, pas plus que tout autre appareil électrique. Voilà, je ne peux pas m'étaler plus sur ce sujet-là.
Je rajoute encore une couche sur photovoltaïque.info. Il y a une FAQ, donc une foire aux questions, et une rubrique info ou intox où on trouve plein d'informations sur le recyclage, les ondes, comment c'est fait, est-ce que ça brûle, est-ce que les pompiers interviennent, enfin, voilà, tout ce type de questions. Ce centre de ressources nationales y répond aussi. Alors, on nous demande aussi si le gain annoncé sur 20 ans tient compte du changement d'onduleur au bout de 10 ans. Eh ben, c'est une bonne question. Il faut que je redemande à ceux qui ont fait le site internet. Tu l'as la réponse, Sylvain, toi ou pas? Non, j'ai pas ça en tête. Puis j'espère que ça va durer plus de 10 ans parce que sinon, je vais devoir changer le mien demain. Là, donc, Ouais, non, je ne pense pas que ce soit pris en compte dedans, effectivement. Ni d'ailleurs, je ne crois pas les coûts de maintenance. C'est-à-dire qu'on préconise quand même de faire venir un installateur en préventif pour nettoyer les panneaux et pour vérifier que l'installation roule correctement, à peu près tous les 2-3 ans. J'ai bien compris que tu n'avais pas forcément fait ça. Mais voilà, et ça, ce n'est pas inclus dedans, effectivement. alors, Mais on nous voilà, demande, ouais. oui, on nous demande aussi si on peut être autonome en consommation d'électricité photovoltaïque. Je vais revenir sur ma slide autonomie. Alors, ça veut dire quoi être autonome? Donc, autonome, ça veut dire ne pas être raccordé au réseau électrique. Après, si vous voulez en permanence consommer de l'électricité renouvelable, vous pouvez avoir un fournisseur d'énergie vraiment verte. Vous pouvez aussi commencer par réduire vos consommations d'énergie en coupant les veilles ou pour essayer de consommer au maximum. Donc, l'autonomie, c'est être déconnecté du réseau. Autoconsommer un maximum, c'est consommer pendant les périodes de production. Donc, en fait, vous pouvez mettre, par exemple, 9 kW crête et produire, je fais vraiment grosse louche, 9000 kWh. Dans ce cas-là, votre production couvrira vos besoins en électricité, mais pas sur les mêmes moments. D'accord? Sur l'année, vous aurez produit ce que vous aurez consommé, mais vous ne pourrez pas la nuit consommer votre production photovoltaïque. En fait, il faut avoir bien conscience que, bon, on peut être autonome, c'est le cas des refuges de haute montagne, par exemple, ou certaines îles, certaines installations qui, il y a quelques années, faisaient l'essentiel du marché photovoltaïque, il y a une vingtaine d'années. En fait, être autonome, faut être capable d'assumer ce que ça veut dire. Ça veut dire aussi que, selon les saisons, il y a la production photovoltaïque va varier. Donc, parfois, certains couplent avec du micro-éolien, parce que l'éolienne produira plus en hiver, le panneau photovoltaïque plus en été. Mais ça veut dire la notion de stockage. Qui dit stockage dit batterie. Qui dit batterie dit matériaux polluants, dit entretien des batteries, renouvellement des batteries. Ça veut dire aussi qu'une partie de l'installation doit être en 12 ou en 24 volts. Ça veut dire aussi que s'il n'y a pas assez de soleil pendant longtemps, il va peut-être falloir démarrer un groupe électrogène pour recharger les batteries. Donc, ça veut dire que si on a envie de faire tourner la machine à laver, qu'on n'a pas assez accumulé d'énergie, ça risque d'être compliqué. Enfin, voilà, donc c'est la véritable autonomie est quand même quelque chose d'assez contraignant et que quand on est raccordé au réseau, on n'est pas forcément sur cette logique-là. Après, on nous demande si on peut monter à 9 kW crête sur une installation individuelle. Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait du coup comme surface? Eh bien, on était à combien? Tu l'as en tête ou pas, toi? 175. Attendez, je prends mon... Alors, ça fait quoi en surface? 175 watts De toute crête façon, si on fait, par mètre ça carré. va faire à peu près 3 fois ce que j'ai, c'est du 60 mètres carrés, quoi. Ouais, 60. Je vais remettre la photo là, ouais. À peu près. Ouais, c'est ça. Donc, quelle surface? Donc, on vient de le dire. Quelle évolution à venir prochainement sur la performance des panneaux? Est-ce qu'une révolution s'annonce dans les 6 prochains mois? Non, pas à ma connaissance. Enfin, voilà, les rendements en mètre carré, ils augmentent considérablement. La durée de vie, elle est de plus en plus garantie. Avant, elle était garantie, il me semble, sur 10 ans. Aujourd'hui, ils ont plus peur de le... Non, j'exagère un peu, mais ils ont plus peur de garantir les panneaux sur 10 ans, voire 20 ans. Hein. Donc, voilà, la durée de vie et la filière de recyclage, maintenant, sont au top sur les installations photovoltaïques. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est donc l'amélioration quand même des rendements des technologies et la diminution du prix. Du coup, une accession plus facile à une installation photovoltaïque en termes de tarifs.
d'achat. Alors, on nous demande aussi qu'est-ce qui explique la différence de prix entre la vente et l'achat de l'électricité photovoltaïque, entre les 10 et les 18. Des mesures politiques, des choix, Des des choix choix. politiques, des choix politiques, voilà. Et c'est des choix qui ont évolué au fil des années. C'est vrai qu'il y a 10 ans, c'était Ben voilà, dis-nous. différent d'aujourd'hui. Je sais pas si je leur dis que moi, mon contrat, il est signé à 58 ou 60 centimes avec du kilowattheure. En fait, à l'époque, il y avait aussi du crédit impôt, mais en fait, on a tellement aidé à ce moment-là qu'on a créé une sorte de bulle spéculative. On se retrouvait à un moment, on avait dû créer 25 000 emplois dans le photovoltaïque en France, et puis qu'on en a redétruit beaucoup depuis. Ça a généré quand même beaucoup aussi d'insatisfaction parce que c'était devenu un véritable business et que vous aviez des entreprises qui n'avaient pas la double compétence couverture et étanchéité. Vous avez eu des entreprises qui ont arnaqué des centaines de clients sur certains territoires. Et évidemment, quand les émissions type capitale ou zone interdite mettaient en avant ça, c'était évidemment chez les gens qui n'étaient pas satisfaits et pas chez ceux qui étaient tombés chez des bons artisans. Donc voilà, ça a donné un peu une mauvaise image à une époque, alors que quand c'est bien fait, ça marche très bien. On nous demande aussi si la vente d'électricité à EDF est soumise à l'impôt sur le revenu. Voilà une bonne question. Non. Merci. J'ai un petit doute. Il me semble que c'est à partir d'une certaine puissance. Mais Moi, en bien tout cas, au-delà je ne paye pas d'impôt là-dessus depuis 10 ans. Mais oui, c'est bien, c'est des puissances bien au-delà où on va commencer à payer des impôts. Bon, on nous demande comment stocker l'énergie photovoltaïque pour un particulier. Dans le réseau électrique français. Ça, c'est la meilleure des solutions. C'est-à-dire que voilà, ce que vous produisez en trop, vous n'êtes pas apte à le consommer, vous l'injectez au réseau. Et quand vous avez besoin d'électricité, vous refaites appel au réseau. Si vous avez une réelle volonté que cette énergie elle soit d'origine renouvelable, on a créé une fiche qui explique comment se fournir chez un producteur d'énergie, chez un fournisseur d'énergie vraiment verte. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière les garanties d'origine verte, etc. Si vous souhaitez vraiment consommer vos propres électrons, du coup, stockage en batterie. Mais donc, on perd l'intérêt du réseau électrique qui est un bien commun. On perd la rentabilité financière et on perd l'aspect environnemental. Une autre solution qui existe, c'est la batterie virtuelle. Mais là, économiquement, c'est encore moins viable, à moins que vous auto-installiez vos panneaux solaires. Et là, peut-être que vous allez vous y retrouver dans ce modèle économique-là. Alors, par rapport aux offres d'électricité verte, normalement, on aura un nouveau webinaire en ligne le 26 mai. Donc, pour les gens qui veulent en savoir plus, on pourra à ce moment-là aller plus loin. C'est très intéressant, ce qui se cache derrière les garanties d'origine verte et les vrais fournisseurs. Ouais. Une question aussi qui est intéressante et d'actualité, qu'est-ce que tu penses des panneaux avec des micro-onduleurs? Alors, les panneaux avec micro-onduleurs, il y a des avantages et des inconvénients. Donc, c'est vrai que moi, j'ai présenté un seul onduleur qu'on appelle un onduleur centralisé. Quand on a donc l'onduleur centralisé, ça a l'avantage d'être un seul équipement et accessible. D'accord, puisqu'on va le mettre en grenier, on va le mettre dans un endroit où on peut facilement faire des réparations et de la maintenance dessus. Pour les micro-onduleurs, on va les préconiser quand il y a différentes orientations de toiture pour une même installation. C'est-à-dire qu'il va falloir optimiser la production solaire. Alors là, je sèche un peu parce que l'onduleur, en fait, il joue un petit peu sur la tension, c'est ça? Bon, il va optimiser la production en jouant sur la tension ou l'intensité. Et le micro-onduleur permet de faire ça quand on a un masque, c'est-à-dire qu'on a un ombrage qui va venir masquer une certaine partie des panneaux. Dans ce cas-là, les micro-onduleurs ont leur sens puisqu'ils vont optimiser la production et ne pas arrêter justement le reste de la production. Ou quand on a des orientations différentes. Pour autant, les micro-onduleurs, ça se place sous toiture, sous panneau, donc en toiture, difficile d'accès. Il y a plein de micro-onduleurs et ils sont soumis du coup à des fortes chaleurs. Donc, ce n'est pas garanti qu'ils tiennent les 10 ans autant qu'un onduleur centralisé placé en grenier. Alors, dans les questions, donc quelqu'un demande si on peut convenir d'un rendez-vous téléphonique concernant le solaire thermique. Donc, évidemment, pour toute question
nos conseillers sont disponibles et il ne faut vraiment pas hésiter, surtout qu'en ce moment, ils ont le temps de vous répondre, contrairement à des périodes où on a des coups de bourre assez intenses. Le coût approximatif d'une installation standard, en gros 3 kg aujourd'hui. 3 kilos aujourd'hui, c'est entre 7 et 11 000 euros. Ça a quand même bien baissé. Il y a moins d'aides qu'à mon époque, mais par contre, ça coûte, comme par hasard, ça a bien baissé. La notion aussi d'ACV, le temps de retour sur énergie grise d'un panneau photovoltaïque, le recyclage, on va peut-être aborder ça rapidement. Allez, alors, l'analyse de cycle de vie d'un panneau solaire, c'est-à-dire que toute l'énergie nécessaire à sa production, à son temps de fonctionnement et à son recyclage. L'idée, c'est de dire combien de temps il va mettre à produire cette énergie qui lui a été nécessaire pour toutes ces étapes. En fonction de si on se trouve à Marseille ou à Lille, c'est aux alentours de 2 ans. Voilà, ça c'est une chose. Concernant le recyclage, on s'est recyclé à plus de 90% un panneau solaire. Un panneau solaire, ce qu'il compose, ce sont des matériaux simples qu'on connaît. Donc en fait, il y a un cadre en alu, il y a du verre, du silicium et des composants électroniques. On va prendre le panneau, mécaniquement, on va le broyer, on va pouvoir séparer les différents éléments qui le composent et ensuite traiter séparément ces différents éléments. Voilà, donc il y a une usine qui s'est installée du côté de Marseille et qui fonctionne très bien. L'autre chose à savoir, c'est qu'à chaque fois que vous achetez un panneau, donc le fabricant a dû cotiser une partie pour assurer le recyclage des panneaux qu'il produit. Donc, contribuer à la filière de recyclage. Voilà. Donc ça, c'est des infos que vous retrouvez sur photovoltaïque.info. Donc, on nous demande si les 7 500 € du coût d'installation pour 3 kg pris dans ton exemple, c'est un coût réaliste. On est quand même plutôt sur 10 000. Ouais, c'est un coup bas quand même. Hein. Ouais. C'est la fourchette basse. Ça, c'est vous avez de la chance. Là aussi, on nous demande si les gens peuvent installer eux-mêmes leurs panneaux et revendre l'électricité. Non. Comme on le disait, pour bénéficier des aides financières, il faut faire appel à une entreprise qualifiée. Si jamais vous souhaitez poser vous-même vos panneaux, dans ce cas-là, intéressez-vous à la batterie virtuelle. Voilà, la batterie virtuelle, le principe, c'est que vous allez du coup devoir changer de fournisseur. Donc là, il faut vraiment bien étudier les coûts. Vous allez devoir changer de fournisseur d'électricité, payer un surcoût pour l'utilisation de cette batterie virtuelle. Vous allez du coup consommer ce que vous produisez en temps réel et ce que vous ne pouvez pas consommer, donc l'extra, le surplus que vous produisez, que vous n'êtes pas apte à le consommer, vous allez le stocker virtuellement sur un compteur et vous allez pouvoir le réutiliser à un tarif qui n'est pas nul, puisque c'est le tarif, vous allez payer les taxes en fait. Vous allez payer les taxes d'utilisation du réseau, ce qui représente, il me semble, à peu près 30% du prix de l'électricité. Alors, une question, je vais y répondre directement. Est-ce que c'est plus rentable de mettre du photovoltaïque pour un chauffe-eau ou de mettre un panneau solaire thermique sans passer par l'électricité? Donc là, on est bien d'accord. Le photovoltaïque, on est dans une logique électricité spécifique, pas du tout transformer cette électricité en chauffage, puisque le photovoltaïque, ça produit le plus en été quand il n'y a pas des gros besoins de chauffage, et que dès qu'on est sur des résistances, on appelle des grosses puissances électriques. Donc voilà, si on veut faire de l'eau chaude ou du chauffage, on utilise le capteur thermique qui fonctionne avec le principe de l'effet de serre, avec l'effet de corps noir et qui est beaucoup plus adapté à ce type d'usage. Alors, il y a vraiment beaucoup de questions. Donc forcément, on va générer de la frustration, mais ça fera du boulot pour nos collègues conseillers. Le photovoltaïque est-il réellement une énergie verte? Tu as commencé un peu à répondre sur l'analyse du cycle de vie, l'énergie grise. Oui, c'est une énergie verte. Donc, ça utilise effectivement l'énergie du soleil qui est disponible partout sur Terre. Donc, je pense qu'il y a une question sous-jacente qui est l'utilisation de certains matériaux. Ça n'utilise pas de terres rares, un panneau solaire. Ça utilise des matériaux équivalents à la petite électronique, donc ce qu'on peut trouver dans un ordinateur ou nos téléphones.
Donc, c'est vrai qu'il y a une tension sur l'utilisation de ces ressources-là, mais cette tension, elle n'est pas liée à l'augmentation de la production photovoltaïque aujourd'hui, la production de la filière photovoltaïque. Elle est liée, on a tous des ordinateurs, des tablettes, j'en sais rien, des smartphones, 2-3 ordi à la maison. Voilà, c'est pas propre au photovoltaïque, cette tension sur les matériaux, quoi. Je ne sais pas si c'est ça la question sous-jacente. Moi, je la comprends comme ça. On va terminer par une dernière. Je vais synthétiser un peu 2-3 questions que j'ai vues passer. On nous demande s'il vaut mieux faire de la surimposition toiture ou intégrer les panneaux à la place des tuiles, et si, quand on les pose au-dessus des tuiles, si ça améliore l'isolation globale du toit. Non, ça n'améliore pas nécessairement l'isolation du toit. Ce qui va améliorer l'isolation du toit, c'est la pose d'isolant à hauteur de 30 cm minimum, voire 50 si vous avez la possibilité. Du coup, ce qui est quand même mieux pour les panneaux photovoltaïques, c'est la surimposition, parce que ça va permettre une ventilation du panneau, donc un refroidissement des panneaux, et donc une amélioration du rendement. Pour autant, si vous faites une réfection de toiture, j'ai cru comprendre que certains particuliers favorisaient du coup l'intégration au bâti, puisque les tuiles, ça coûte cher. Voilà. Voilà. Et puis une dernière pour la route, est-ce que les panneaux à couche mince, ça existe pour les particuliers? Les panneaux quoi? Les panneaux à couche mince. Je ne sais pas répondre à ça. Bon, il y a différentes technologies. Aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup sur le silicium mono ou multicristallin. Ouais. Il y aura sûrement d'autres technologies dans le futur, d'autres matériaux que le silicium. On voit aussi qu'il peut y avoir d'autres intégrations que les panneaux. Il y en a qui font des vitrages solaires. On peut en voir à la Confluence à Lyon sur certains bâtiments. On peut les intégrer en verrières. On voit de plus en plus sur des parkings, des verrières solaires, des choses comme ça. Enfin, voilà, il y a des possibilités d'intégration architecturale assez variées. Ah, mais en verre mince. Ah oui, non, d'accord. Okay. Du coup, on va quand même songer à conclure. Pour rester dans le format habituel, si vous êtes dans notre liste de diffusion, vous devriez normalement recevoir le programme de la saison 2 des webinaires de l'Espace Info Énergie qui pourront compléter les 4 premières éditions. Okay. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, ma chère collègue. Eh bien non, en tout cas, merci à tous d'avoir écouté. Et puis voilà, on va vous envoyer un certain nombre d'éléments. J'espère que les notions étaient claires. Et si ça ne l'était pas, n'hésitez pas à appeler les conseillers. Soit vous tomberez sur moi, soit vous tomberez sur quelqu'un d'autre. Voilà, et écoutez, bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.